Hi, friends. Hi. Buenas noches. Buonasera. I am so happy, folle de joie, d'être parmi vous. Merci. Un château, un magnifique château. Et Joséphine a tant de fois rêvé à une vie de princesse lorsqu'elle était une petite fille dans les rues de Saint-Louis, Missouri, dans sa lointaine Amérique. Elle a tant de fois imaginé qu'un prince charmant viendrait la rejoindre tout en haut du donjon, comme dans les contes de fées que lui disait sa grand-mère. 1925. Joséphine débarque à Paris après avoir traversé l'océan Atlantique. Elle a 18 ans. Elle danse encore. Elle joue avec son corps, tout son corps. Elle enflamme chaque spectacle auquel elle participe. Sous ses pas, les scènes se transforment en volcans. « 1930. Elle reçoit un cadeau du ciel, une chanson, un tube imparable qu'elle interprétera durant toute sa carrière, « J'ai deux amours ». J'ai deux amours, mon pays et Paris. Travaille toujours, mon cœur est ravi. Le succès est là. Il lui ouvre les portes. Elle, la petite fille d'esclave, elle qui marchait pieds nus dans les rues de Saint-Louis, devient la première star mondiale noire de l'histoire. Et c'est en France que Joséphine décide de s'installer définitivement. Joséphine découvre le château d'Émilande, on pense en 1937, lorsqu'elle est en visite grâce au propriétaire de l'époque, finalement, qu'elle rencontre sur le paquebot Normandie, puisqu'elle va faire une grande tournée aux États-Unis. Mais pour Joséphine, c'est un réel coup de foudre. D'ailleurs, elle est totalement subjuguée par la bâtisse, qui a été quand même restaurée vers 1910. C'est un extraordinaire moyen aussi de se mettre un peu au vert. Et la campagne, c'est ce qui l'attire énormément. On sait qu'elle aimait profondément les animaux, la nature. Donc c'est un réel coup de cœur pour ce château qu'elle appelait un peu son château de la Belle au bois dormant. 1937. L'humanité s'apprête à vivre une des pires tragédies de son histoire. Pour Joséphine, pas question de rester à l'écart. Elle prend l'engagement de ne jamais chanter devant l'ennemi sans se douter que le destin va mettre sur sa route un personnage mystérieux. Un agent secret. J'ai capté son supérieur hiérarchique qui était chef du 2e bureau du contre-espionnage français. Elle veut se mettre au service de la France libre. Elle s'est révélée très efficace puisqu'elle cachait des messages codés dans ses partitions de musique. Discrètement, elle mettait aussi un peu dans son soutien-gorge des papiers. Elle est une réelle espionne. Printemps 1939. Joséphine quitte Paris en voiture pour se rendre en Dordogne. Ici, Londres. Chaque jour, elle écoute Radio Londres. Et durant l'été 1940, elle retrouve l'homme mystérieux avec qui elle avait échangé quelques mois plus tôt à Paris. Il faut savoir que Joséphine Baker a entendu l'appel du général de Gaulle déjà depuis le 18 juin. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. C'est une extraordinaire révélation. Elle se dit, cet homme va être le libérateur de la France, donc elle s'engage davantage. Joséphine Baker et Jacques Apthey se servent du château comme d'un véritable quartier général. Il faut dire que la bâtisse du Moyen-Âge semble avoir spécialement été conçue pour mener ce genre de combat. Alors ici, nous sommes sous la salle à manger du château et au fond, on a un élément très intéressant qui est une pièce cachée.
Alors voilà cette pièce vraiment unique dans le château qui est sous la cuisine du XVe siècle. Et en fait, c'est la cachette idéale pour que Joséphine Baker puisse mettre des armes. Et on peut même cacher des réfugiés, des personnes, puisque derrière ce mur, eh bien, il y a une pièce qui est inaccessible sauf par ce conduit. 1941. Joséphine quitte son château. Elle se lance dans une grande tournée en Afrique du Nord. I have been a rover since I was a child. Là encore, au péril de sa vie, elle collecte des informations avant finalement de rentrer en France en octobre 1944. Une idée germe alors dans son esprit. Organiser des concerts au profit des victimes de la guerre. Elle a trouvé un orchestre de musiciens dirigé par un artiste violoniste virtuose. Il deviendra l'homme de sa vie. Son nom, Jo Bouillon. Mars 1946. Joséphine s'apprête à fêter ses 40 ans. Elle ouvre une nouvelle page du roman de sa vie. Son mariage avec Jo Bouillon. La date est fixée. Ce sera le 3 juin 1947. Sous d'autres cieux, le château des Mirandes, que l'on dirait sorti d'un conte de fées, abrite les épousailles de Joséphine Baker et de Jo Bouillon. Noces campagnardes où l'offrande rituelle du vin et de la soupe à l'oignon aux mariés maintient une tradition aussi vieille que le donjon du château. Bon vieux donjon si solennel qui n'avait jamais assisté à un mariage de vedette. Le bonheur de Joséphine en tant qu'artiste est total. Mais il lui manque ce que la nature a refusé de lui donner, des enfants. Elle décide alors, avec son mari Jo, d'adopter. C'est le début de l'incroyable aventure de la tribu Arc-en-Ciel. Comme un vieux vagabond, un marchand de bonheur, je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au bon vent de l'amour, je les 4 saisons. C'est en 1953 que les adoptions commencent, notamment avec Akio, qui est le petit coréen. Joséphine avait l'ambition d'avoir une très grande famille, alors que Jo Bouillon, lui, aurait aimé adopter seulement 5 enfants, mais elle ne peut pas s'arrêter à 5 enfants. Il y aura 10 garçons et 2 filles de nationalités et de religions différentes, puisque pour Joséphine Baker, le principal, c'est de montrer qu'il n'y a qu'une race, la race humaine. J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec des tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. Ce n'est qu'en France qu'on pourrait donner un tel exemple de tous ces petits enfants venant des 4 coins du monde et vivant ici, rêvant en frères. C'est ça la tribu Arc-en-Ciel, c'est comment de pièces rapportées ont créé une véritable famille. Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, 5 tout petits enfants, 5 orphelins. C'était une belle enfance. C'était une enfance joyeuse, insouciante. On a occupé ce château comme si c'était notre maison. Hein. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Une fois, je devais avoir 5 ans, je me suis glissée dans la malle, cachée par une robe. La malle a été refermée et les malles sont parties jusqu'à la gare. Il y a un porteur qui a pris la malle pour l'emmener jusqu'au wagon. Et à ce moment-là, je commençais à étouffer, j'ai commencé à taper pour que l'on m'ouvre.
Et ils ont ouvert la halle et ils ont vu une petite fille en chemise de nuit qui disait « Où est maman ?» Et maman m'a emmenée avec elle en voyage. Joséphine n'est pas seulement une maman qui veille à la destinée de sa tribu. Elle veut aussi transformer le petit monde d'Émilande et elle conçoit alors un projet jamais vu jusqu'ici en France. Une sorte de parc d'attractions. Ce parc d'attractions présente une piscine en forme de J, qui est la plus grosse piscine en plein air de la région Aquitaine, des restaurants, une guinguette, un hôtel de luxe avec 12 suites magnifiques qui est en contrebas du château, qui s'appelait La Chartreuse. « 18 août 1961, une date cruciale dans la vie de Joséphine. Elle est élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur. C'est un moment qui va marquer sa vie. Je pense que pour elle, eh bien, la remise de la Légion d'honneur a beaucoup plus d'importance que de porter la ceinture de banane en 1925 à Paris. Août 1963. Joséphine est aux États-Unis. Elle participe à une manifestation politique historique à Washington. Ce jour-là, le pasteur Martin Luther King prononce son légendaire « I have a dream ». Mais juste avant sa prise de parole, une femme en uniforme de l'armée française, Joséphine, s'avance seule sur l'estrade devant 300 000 personnes. Because without unity, there cannot be any victory. « 1964. Confrontée à de graves difficultés financières, Joséphine voit des nuages noirs assombrir le ciel d'Émilande. Il y avait énormément de dépenses. La comptabilité n'était pas précise. Vous devez combien d'argent actuellement? Je dois 200 millions d'anciens francs. Et que comptez-vous faire? Je ne sais pas. Je viens vous parler de ce qui arrive en ce moment à Joséphine Baker. J'estime que cette femme a eu beaucoup de courage dans sa vie et a toujours été très généreuse. Je trouve personnellement que c'est bouleversant et que nous devons tous faire quelque chose pour elle. Je vais, si vous me permettez, Brigitte Bardot, vous dire humblement, du fond de mon cœur de maman, combien je suis reconnaissante. Une vente aux enchères a lieu en 1968 et Joséphine Baker est obligée de quitter son château en 1969. Un nouvel épisode est venu s'ajouter à l'histoire déjà longue et mouvementée du château des Milandes, qui fut la propriété de Joséphine Baker. Les nouveaux acquéreurs du château, mis en vente, je vous le rappelle, le 3 mai dernier, en ont pris possession le 7 mars, 8 jours avant la date d'expulsion définitive de l'artiste. Celle-ci est alors revenue aux Milandes et a réussi à s'introduire dans la cuisine du château, où elle s'est barricadée et où elle campe désormais, tandis que les nouveaux propriétaires occupent le premier étage. C'est dans cette cuisine qu'elle nous a reçus. Je vais rester là. Joséphine est restée ici dans cette cuisine pendant 4 jours. Elle s'est enfermée, elle s'est barricadée. 4 journées où elle est abandonnée, où elle sera ensuite expulsée par les nouveaux propriétaires. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai su qu'on allait partir définitivement. Comme disait Marianne, même maman, vous savez, il ne faut pas que nous aurons la peine. Le monde est grand et notre idéal aussi. Bizarrement, elle a toujours été optimiste. Elle affrontait tous les obstacles. Elle les abattait les uns après les autres. Et elle repartait comme en 40. La 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 Paris, Paris de mes amours, il n'y a rien à faire, on te revient toujours. 1975. Joséphine fait son retour à Paris. Quel effet ça fait de remonter sur la scène? Bien. Agréable. Cette pièce raconte votre vie. Est-ce que ça vous fait pas un peu drôle de retrouver sur la scène l'histoire de sa vie? Non, c'est agréable. Oui. Parce qu'au moins, je vois ce qu'on pense de moi pendant mon vivant. Allez, on va essayer.
J'ai pu racheter une des robes qu'elle a portées à Bobino en 1975. Cette robe noire qui est derrière moi, c'est très symbolique de voir cette robe ici. C'est un paradoxe à elle toute seule. Elle veut en même temps montrer qu'elle est grandiose sur scène et d'un autre côté montrer toutes ses faiblesses avec cette perte du château d'Émile Land et le deuil d'Émile Land avec cette fameuse robe noire. Sur scène, elle donne toutes ses forces, et même plus encore. Le théâtre de Bobino, c'est un petit théâtre pour Joséphine. Elle va être éblouissante, comme une femme de 40 ans qui est sur scène, et son public sera subjugué. Sauf que Joséphine, elle est très fatiguée, elle a fait plusieurs infarctus. Dans la nuit du 10 au 11 avril 1975, elle a une hémorragie cérébrale. C'est très grave puisqu'on la trouve le lendemain matin inanimée dans l'appartement qu'elle louait à Paris. Elle décède donc le 12 avril des suites de son hémorragie. L'office religieux a été célébré à midi en l'église de la Madeleine. Des milliers de Parisiens venus lui rendre un dernier hommage n'avaient pu prendre place dans la nef. Paris montrait à son tour son amour pour celle qui a beaucoup donné à la France. Un arrêt symbolique devant Bobino, où elle venait de réussir à 69 ans une rentrée triomphale, 50 ans après l'arrivée à Paris d'une jeune danseuse noire à la personnalité étonnante qui allait devenir la dernière des grandes stars, Joséphine. Mais il est écrit qu'avec Joséphine, rien n'est jamais vraiment fini. Plusieurs décennies plus tard, une femme croise son chemin. Presque par hasard. Elle ne le quittera plus jamais. Dès 2001, ma mère me transmet le château, en fait, le 31 août. Cette mission, pour moi, d'abord, c'est la mission d'une vie. C'est celle de rendre hommage à Joséphine Baker. Mais avant de lui rendre hommage, il fallait restaurer son château, qui était dans un état lamentable. Et aujourd'hui, on a un château qui est, je pense, comme Joséphine Baker l'entendait. 30 novembre 2021, Joséphine Baker entre au Panthéon. C'est la première femme noire à entrer pour l'éternité dans l'histoire de France. Maman, elle n'attendait pas de reconnaissance. Hein. Elle l'a fait parce qu'elle savait qu'elle devait le faire. Mon frère m'appelle pour me dire elle a été choisie. Et là, j'ai parlé à ma mère et je lui ai dit, je te rends compte, maman, quand je pense que tu faisais les poubelles quand tu étais petite. Le fait qu'elle rentre au Panthéon, c'est une reconnaissance que l'on se doit d'avoir, nous, sa famille, envers les Français, le peuple français. Joséphine n'est jamais revenue sur sa terre d'Émile Land, comme elle l'avait peut-être secrètement espéré. Vous êtes tout au fond de mon cœur. Mais il se murmure encore ici, entre les murs de pierre de son château, que Joséphine, de toute façon, n'est jamais vraiment partie. J'ai cette sensation dans cette cuisine, une sensation très agréable de ressentir Joséphine Baker aujourd'hui dans son château d'Émile Land. Je pense qu'au début, c'était difficile, elle était partie, son âme était partie. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est revenue et elle est heureuse et elle m'aide chaque jour à faire de son château la symbolique de ce qu'elle recherchait, c'est la fraternité universelle. Donc, merci Joséphine. Sourire à la vie, vos amours, sourire, oui sourire tous les jours, sourire, toujours sourire. Voilà.
Merci Joséphine.